12e numéro d'Afrique Sport. Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de Télésud en Afrique au-delà des frontières africaines. La 18e édition du Tour cycliste international s'est achevée le 12 juin dernier au Cameroun et c'est le Rwandais Moïse Mugisha qui remporte la compétition. Le tournoi féminin senior de football CECAFA s'est achevé le 11 juin dernier en Ouganda. Et c'est le pays hôte qui remporte la compétition. Éliminatoire de la CAN 2023, les résultats de la deuxième journée intéressent. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football s'est rendu en Côte d'Ivoire la semaine dernière. On en parle avec nos chroniqueurs et c'est tout de suite. Le meilleur de l'actualité sportive de l'Afrique, c'est sur Télésud. Rebonsoir à vous, fidèles amoureux du sport en Afrique et de par le monde. Bonsoir à vous, Fidel Castro. Bonsoir Marceline, bonsoir à Jean-Jacques, bonsoir également aux millions de téléspectateurs de Télésud. Bonsoir Jean-Jacques Missé-Missé. Bonsoir Marceline, bonsoir Castro et bonsoir à tous les téléspectateurs de Télésud. Débutons par cette information qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véro Mosengomba, a conclu une visite de travail de 72 heures à Abidjan en milieu de semaine dernière. Pendant son séjour, il a tenu plusieurs réunions relatives aux préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Accompagné d'une délégation de la CAF, Mosengo a rencontré le Premier ministre, son Excellence Patrick Hachi, le ministre des Sports, Paulin-Claude Dano, le comité d'organisation locale et la direction de la Fédération ivoirienne de football, en abrégé FIF. Au terme de cette visite, le secrétaire général de la Confédération africaine de football s'est dit satisfait de l'implication de l'État ivoirien dans les préparatifs de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations et a encouragé le comité local d'organisation et la Fédération ivoirienne de football à continuer les efforts pour la réussite de cet événement. Écoutons le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosengomba, au sorti de cette visite. On aura une CAN exceptionnelle. Je dis pas ça parce que je suis ici. Les indices d'une compétition exceptionnelle, l'engagement des autorités, l'engagement sans faille, la qualité des infrastructures et puis évidemment l'accueil de son peuple. Donc avec ces ingrédients, on peut avoir une CAN qui est magnifique. Jean-Jacques Missé-Missé, le pays d'Alassane Dramane Ouattara, à pied d'œuvre pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023. Oui, je pense que la Côte d'Ivoire savait depuis qu'ils allaient organiser cette Coupe des Nations. Oui. Elle a été repoussée par rapport à celle du Cameroun. Et s'ils ont intérêt à mettre les petits plats dans les grands, puisqu'on a vu ce qui s'est passé au Cameroun. Et je pense surtout que la CAF va mettre la même exigence. Vous faites allusion au Cameroun, c'est pour dire quoi, oui, concrètement? C'est pour dire qu'il faut la même exigence qu'il y a eu par rapport au Cameroun. Les stades donc, il ne faut pas les stades homologués et tout. Il faut respecter le cahier des charges. Donc il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Je pense que c'est pour toute l'Afrique entière. Tout pays qui s'engagera à organiser une Coupe des Nations, cette compétition, devra assumer le cahier des charges. Et je pense que la CAF se doit d'être intransigeant pour tous les pays parce que ça fait partie du développement de l'Afrique. Le président du COCAN 2023, que nous avons eu le privilège d'interviewer au sorti de ces CAN 2021, avait donné une très belle note au pays de son Excellence Paul Biya. Oui, je dois avouer que les Ivoiriens sont venus au Cameroun pour, on ne va pas dire l'école camerounaise, mais pour apprendre et surtout essayer de corriger les quelques imperfections et qui pouvaient être relevées lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Vous savez, la CAN aujourd'hui est passée, c'est un tout autre chantier. Et aujourd'hui, ce n'est plus les CAN à 16 ans, on avait 2 ou 3 stades et puis ça suffisait. Maintenant, le cahier des charges est devenu tellement lourd que moi, je pense que la CAF gagnerait plutôt, comme l'avait pensé le défunt Issa Yatou, de donner des éditions 3 ou 4 ans à l'avance. Parce que construire 7 ou 8 stades pour permettre aux pays de mieux se préparer. Même si aujourd'hui on va dire que la Côte d'Ivoire et le Cameroun avaient connaissance qu'ils allaient organiser la CAN en 2014, mais il faudrait dire que M. Ahmad Ahmad est venu bouleverser le calendrier en pleine exécution de ce contrat. C'était 2 ans avant et en 2 ans, ce n'est pas probant.
de mettre sur pied l'ensemble de cette grosse machine qu'est aujourd'hui la Coupe d'Afrique des Nations. Donc moi je pense que la Côte d'Ivoire sera prête maintenant. Le plus gros souci sera forcément le souci climatique. J'espère que du côté d'Abidjan et de Korogo et partout ailleurs en Côte d'Ivoire, on va essayer de trouver des palliatifs à cela parce que tout le monde sait, et c'est là où M. Gianni Infantino est très content parce qu'il va avoir là l'occasion de démontrer que la CAN ne vaut pas la peine. Éliminatoire de la CAN 2023, la deuxième journée de la phase de groupe intéresse. Groupe A, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone ont fait jeu égal de buts partout. Le Nigeria, Tunisie, Sao Tomé et Principe, 10 buts à 0. Au classement, le Nigeria prend la tête du groupe avec 6 points, suivi de la Guinée-Bissau, 4 points. Question à vous poser, Jean-Jacques Missé, 10 buts à 0 en faveur du Nigeria face à Sao Tomé et Principe. Ça cartonne fort du côté nigérian. Les Super Eagles ont remporté les 2 premiers matchs. Oui, c'est une toute autre compétition. C'est une Coupe d'Afrique éliminatoire. Le Nigeria a montré sa supériorité. C'est vrai qu'on peut regarder ce résultat sous 2 volets. Ouais. 2 volets. Le premier, parce que le Nigeria c'est un poids lourd en Afrique, au niveau football, dont ils ont été sans pitié. C'est vrai que de l'autre côté, moi je pense que Sao Tomé et Principe, ils doivent voir plutôt ce résultat dans leur manquement, dans le travail qu'ils ont encore à fournir. Mais ici, je pense que le Nigeria est en train de se remettre. Ils ont tiré aussi les leçons de la Coupe d'Afrique. Ouais. Et je pense qu'ici, c'est une équipe, il faut s'y attendre. Il faut attendre le Nigeria toujours parmi les 10 meilleures nations d'Afrique. Très bien. Fidel Castro et Limbe à 10 buts à 0. Sao Tomé et Principe, était-il un véritable adversaire pour les Super Eagles? Je dois vous avouer à titre personnel que je m'y attendais un peu parce que depuis quelques années, Sao Tomé et Principe est resté largement derrière dans ces pays lusophones de l'Afrique parce que entre Sao Tomé et Principe, le Cap-Vert ou encore les îles Comores, on voit bien qu'il y a un gap qui est franchi depuis 5 ou 10 ans. On voit le travail qui a été fait. Donc Sao Tomé et Principe, je pense que c'est les premiers pas. Et c'est même d'ailleurs la première fois, si mes souvenirs sont exacts, qu'ils se qualifient pour une phase de poule des éliminatoires de la CAN. Je dis, le chemin reste encore à parcourir. Le Nigeria s'est très bien servi. Vous savez, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus ce genre de résultats en Afrique. 10 buts à 0, on se serait cru qu'on était dans un match de handball. Pourtant, le Cameroun n'a pas pu face au Burundi. On y reviendra tout à l'heure. Parlons du groupe B. Le Cap-Vert a gagné le Togo 2 buts à 0. Le Burkina Faso a eu raison de l'Etswani, 3 buts à 1. Au classement de ce groupe B, le Burkina Faso est en tête avec 6 points, suivi du Cap-Vert 3 points. Groupe C, le Cameroun prend le dessus sur le Burundi. 1 but à 0. La rencontre entre la Namibie et le Kenya annulée suite à la disqualification du Kenya par la FIFA. Au classement, le Cameroun est en tête avec 3 points, suivi par le Burundi et la Namibie. 1 point chacun. Fidel Castro, comment comprendre ce score Cameroun-Burundi? Même si on va dire qu'en Afrique, il y a un nivellement de valeur, qu'il n'y a plus de petites ou de grandes nations de football. Ouais. Mais je pense quand même qu'il y a un gap. Et il y a un gap entre une sélection qui compte aujourd'hui parmi les 32 meilleures nations du monde. Je pense que le Cameroun a raté là l'occasion, même si on ne va pas cracher sur la victoire. Ouais. Parce qu'une victoire à la CAN, aux éliminatoires de la CAN, reste quand même une victoire. On se souvient que le Cameroun n'est pas allé à la Coupe d'Afrique 2012 parce qu'il est éliminé par le Cap-Vert. Oui, le Burundi... Le Cameroun en tête avec 3 points. Le Cameroun en tête avec 3 points. Voilà, mais je vous dis que moi, ça m'a laissé sur ma faim. Sur ma faim simplement parce que je me dis que dans 3 ou 4 mois, le Cameroun va affronter les meilleures nations du monde. Vous aviez à l'intérieur le Brésil, vous aviez la Serbie qui vient de faire un parcours, qui est en train de faire un brillant parcours durant les éliminatoires de la Ligue des Nations. Vous aviez de l'autre côté également la Suisse qui vient d'avoir des très bons résultats durant ces éliminatoires. Donc le Cameroun se doit d'envoyer un message fort, de se mettre à la hauteur des attentes de son président. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question de s'amuser. Vous avez tout à l'heure, vous avez évoqué le Nigeria, qui a démontré sa supériorité. Mais ce qui blesse dans cette confrontation entre le Cameroun et le Burundi, ce n'est non pas parce que le Burundi était au-dessus ou que le Burundi a montré quoi que ce soit. On va dire que le Cameroun avait pour principal adversaire les lions indomptables eux-mêmes. On a senti des enfants timorés comme si
tout le monde se disait, le Burundi c'est pas une nation, et puis chacun levait son pied. C'est-à-dire, moi au bout de la 15e minute, moi je me suis totalement endormi, j'ai dû zapper la télévision parce que je me suis dit, mais ces garçons, s'ils sont venus s'amuser sur le terrain, moi je dis, une équipe qui veut aller en Coupe du Monde doit se donner les moyens de pouvoir, et ces moyens passent par l'engagement, la motivation et l'engouement, et je pense que c'est ça qui a manqué au Lyon ce jour. Merci Fidel Castro, vous nous donnez l'opportunité de parler à présent de ce discours du président de la Fédération camerounaise de football qui fâche. Discours tenu après cette rencontre Cameroun-Burundi. Moi, ce discours, il fâche qui? Ce discours fâche les orgueilleux ou ceux qui ne veulent rien comprendre. De tout temps dans le vestiaire, quand j'étais là, il y a toujours eu le ministre est venu faire, les ministres sont venus faire des discours, les présidents de fédération sont venus faire des discours. Même il fut un moment où les éliminatoires en 97, je crois on ne jouait pas bien, c'était contre le Togo. Il est venu gueuler dans le vestiaire et c'était tout à fait normal. Et je pense que le discours du président a sa place. Parce que on dit qu'ils sont des professionnels, mais ils sont venus, on parle du Nigeria tout à l'heure. C'est un exemple, c'est ce que le Cameroun devrait faire. On joue contre le Burundi. Il ne faut pas prendre l'adversaire de haut, mais il faut respecter l'adversaire, mais en disant, ici c'est nous, nous sommes supérieurs. Je pense que les gens qui se sont pris au discours du président, ils n'ont jamais vécu ce qui se passe dans les vestiaires de football. Voilà, prenons même Bernard Tapie, le feu Bernard Tapie. Ceux qui ont joué à Marseille savent qu'il y avait des engueulades mémorables dans les vestiaires. Donc aujourd'hui, quand on laisse le président travailler, qu'il fasse son travail, il est dans son droit. Fidel Castro-Lembe, ce discours qui fâche ne passe-t-il pas? Non, moi je pense qu'il est passé contrairement à ce que les gens pensent. Ce discours est tombé à point nommé. Parce qu'il aurait été mauvais. Juste une petite parenthèse, il faut regarder l'intervention d'Aboubacar et de Toko Ekambi. Qui ont largement apprécié ce discours du président. Moi, je dis qu'il est tombé à point nommé. Contrairement au discours tenu dans ce même état au Cameroun, par le ministre Ismaël Piabidoumpatt en 2002, qui, lui, avait tenu ce discours en moins de 2 jours du début de la Coupe du Monde. Là, c'est totalement dévastateur. Or, ici, Samuel a pris la peine de faire ce discours avant même que les gars n'entre en stage pour préparer la Coupe du Monde. Parce que si vous dites aux gars, à moins de 2 jours d'un match important d'ouverture de la Coupe du Monde, que vous n'avez pas votre place ici, alors ce gars-là, il est démoralisé. Mais si vous lui dites que vous n'avez pas de place d'entrer seulement parmi les présélectionneurs, il va se donner tous les moyens nécessaires. Parce que là, Samuel a reprécisé ses ambitions. Les ambitions qui ne sont pas les siennes, parce que ça passe simplement parce qu'il y en a au Cameroun qui pensent que les ambitions du président ne sont pas les ambitions de l'État du Cameroun. Mais je suis désolé, si le Cameroun est champion du monde, ce ne sera pas M. Samuel Eto'o qui sera champion du monde. Les ambitions de M. Samuel Eto'o ne sont pas celles de Samuel Eto'o, ce sont celles du Cameroun. Et lui, il voit un Cameroun grand. Il voit un Cameroun qui peut titiller les cimes du football mondial. Pourquoi aujourd'hui, moi je dis ce discours est tombé à pic, il est tombé à point nommé, et surtout, il fallait le dire. Il fallait le dire parce qu'au regard, le capitaine Vincent Aboubakar avait déjà lâché un morceau lors de la dernière CAN à Yaoundé, lorsqu'il avait dit que chacun vient jouer son one-man show, c'est le thème, excusez, c'est le thème qu'il avait utilisé, où chacun fait ce qu'il veut et qu'il va falloir que les uns et les autres sachent que nous sommes dans une équipe de football. Et je pense que le président Samuel a tiré les leçons, non seulement de la CAN, mais de son expérience personnelle en disant que ce qui a toujours plombé les performances de l'équipe du Cameroun, ce n'est pas parce que le Cameroun n'a pas de bons joueurs, mais c'est parce que le groupe n'était pas humainement bon. Et quand on sait que dans ce groupe, il y a des enfants qui confondent entre être footballeur et être grand footballeur, il fallait que les choses soient reprécisées. C'est un discours qui fâche uniquement les losers selon de nombreux observateurs. Poursuivons avec le groupe D. La Guinée gagne le Malawi 1-0. L'Éthiopie crée la surprise en gagnant l'Égypte 2-0. Au classement de ce groupe D, les 4 pays ont 3 points chacun, mais l'Éthiopie et le Malawi sont en tête par goal à virage, alors que l'Égypte est dernier. Jean-Jacques Missi, on s'attendait à une nette domination des pharaons d'Égypte. Pour ceux qui ne connaissent pas le football, oui, ils s'attendaient à une nette domination. On l'a dit ici la dernière fois, on a vu que l'Éthiopie travaille, le Malawi travaille, ces pays sont en nette progression. Donc moi, le résultat ne m'a pas surpris. Peut-être que les Égyptiens sont venus, ils ont changé d'entraîneur, ils sont venus avec, je ne sais pas, une autre mentalité, peut-être un autre style de jeu. Et là, une fois qu'ils ont ouvert, parce que le style de Karl Skerros qui était là à l'époque, c'était fermé. Mais aujourd'hui, peut-être ils essayent de jouer, ils essayent d'ouvrir et ils se sont fait surprendre. Donc peut-être la machine égyptienne n'a pas encore pris, d'où cette défaite. Mais je pense que félicitations à l'Éthiopie qui progresse
Et même si le Malawi a perdu, on voit que c'est des pays, on les a vus en Coupe des Nations, c'est des pays qui sont en nette progression. Le ballon errant et le football assez mystère. Dans nos archives, c'est une victoire historique pour l'Éthiopie qui gagne à l'Égypte pour la deuxième fois seulement après 17 rencontres pour 13 victoires égyptiennes et 2 matchs nuls. Fidel Castro. Je pense que l'Égypte ne s'est pas encore remise de l'élimination, de la double défaite, d'abord à la finale de la CAN, mais également de l'élimination pour la Coupe du Monde. Je pense qu'ils sont encore dans ce syndrome, ils sont encore à l'intérieur de ce carcan et ils ont du mal à pouvoir se débarrasser de ce passé-là. Et je pense qu'il va falloir travailler d'abord au plan mental pour que les garçons reprennent confiance et que les garçons reprennent envie, qu'ils aient de la motivation supplémentaire pour pouvoir aller chercher une nouvelle qualification pour la CAN. Dans le groupe E, après une défaite à la première journée contre le Ghana, Madagascar concède un match nul face à l'Angola, 1 but partout. La RCA, quant à elle, a également fait jeu égal, 1 but partout face au Ghana. Dans le classement de ce groupe E, à l'issue de la deuxième journée, le Ghana et l'Angola sont en tête avec 4 points chacun. Groupe F, match nul entre le Niger et l'Ouganda, 1 but partout, alors que l'Algérie a gagné la Tanzanie 2 buts à 0. Au classement, l'Algérie est premier avec 6 points, suivi du Niger avec 2 points. On pourrait dire que l'Algérie s'est véritablement réveillée de son élimination au mondial? Oui, l'Algérie essaie de se remettre de l'élimination. Ouais. Ils ont intérêt parce que je pense que beaucoup de joueurs qui étaient là, qui se sont fait éliminer, je pense qu'ils sont en train de changer tout doucement l'effectif. Ouais. Mentalement, ils se remettent, il y a des mesures qui ont été prises. Et je pense que tous leurs matchs, ils le prennent au sérieux parce que j'ai vu un peu le résumé de ce match-là. On a vu des joueurs algériens appliqués dans les directives, tactiquement, ils étaient bien positionnés. Je pense que l'Algérie, tout doucement, est en train de revenir dans le parcours. Enfin, mentalement, ils sont en train de se remettre. Dans le groupe H, la Zambie bat les Comores 2 buts à 1. La Côte d'Ivoire et le Lesotho font jeu égal, 0 but partout. Au classement, la Côte d'Ivoire a 4 points, suivi par la Zambie et les Comores 3 points chacun. Groupe I, jeu égal entre le Gabon et la Mauritanie, 0 but partout. Victoire du Soudan face à la RDC. Au classement, la Mauritanie et le Gabon sont en tête avec 4 points chacun. Et le Soudan qui les talonne avec 3 points. Fidel Castro Lembe, décidément, la République démocratique du Congo est perdue dans ce groupe. Je suis très surpris par les performances. D'ailleurs, je l'étais déjà depuis le match retour. On attendait beaucoup de ce pays. Oui, j'attendais beaucoup de ce pays, surtout après l'élimination de la participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Je me suis dit, ils n'ont pas eu la chance d'aller, ils ont échoué de près. Avec ce dernier match, ils ont échoué de près. Ce dernier match contre le Gabon, on ne s'est pas passé. Maintenant, ils ont eu l'occasion pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils étaient barragistes, bon résultat à domicile, mais ils ont totalement coulé à Marrakech, à Casablanca. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et depuis lors, j'essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe avec mes amis congolais? Mais comment on peut expliquer que la RDC se fasse battre par le Soudan, la RDC se fasse battre par le Gabon? Je dis qu'il y a un problème et moi je pense que la solution, c'est d'aller chercher d'autres ressources, c'est d'aller chercher d'autres gars qui ont encore eux la motivation et l'envie nécessaire pour pouvoir faire quelque chose. Non, je pense que le problème, il est mental. Ouais. Les Congolais, tous ces joueurs cités, il y a beaucoup qui ont joué en Belgique, que j'ai vu jouer, j'ai vu grandir. Je pense qu'il est mental le problème congolais. Ce n'est pas tellement un problème de talent, c'est pas un problème, il est mental. C'est-à-dire qu'il leur faut un préparateur mental, je pense. Ouais. C'est ce qui manque aux Congolais, je crois, parce que dans des grandes occasions, comme tu parlais du match de barrage tout à l'heure contre le Maroc, où ils devaient se transcender, parce que pour certains joueurs, je pense que c'est la fin. Oui. Ils sont à la fin, ils devaient transcender les jeunes qui arrivent pour pouvoir au moins faire comme leurs aînés, aller en Coupe du Monde. Je pense que là, l'occasion leur avait été donnée et ils n'ont pas pu saisir. Dans le groupe J, le Botswana, défait à la première journée par la Libye, 1 but à 0, a tenu tête à la Tunisie, 0 but partout. Alors que la Guinée équatoriale, à raison de la Libye, 2 buts à 0. Au classement de ce groupe J, la Tunisie est en tête avec 4 points, suivi par la Guinée équatoriale, 3 points, et la Libye, 3 points. Groupe K, Zimbabwe contre Afrique du Sud, match annulé pour la disqualification du Zimbabwe par la FIFA. Le Maroc défait le Libéria à domicile, 0 but à 2. Au classement de ce groupe K, le Maroc est le seul devant avec 6 points. Les autres équipes n'enregistrent aucun point. Fidel Castro, pas de surprise pour la suprématie du Maroc
dont ce groupe qui a remporté ses 2 premiers matchs et qui est au premier tour sans second? Non, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant dans la mesure où le Maroc a toujours fait preuve de discipline tactique, de beaucoup d'envie et surtout avec un entraîneur assez rigoureux. Parce que le coach Baïd, tout le monde le sait, hein, c'est un coach qui, lui, le match amical est égal au match officiel. Donc, c'est un monsieur qui est sérieux et qui est un amoureux de la victoire. Donc, je pense que cette équipe du Maroc est dans la suite logique de ce qu'elle a présenté d'abord au Chan, où elle a été victorieuse, ensuite à la CAN, où elle a fait une brillante prestation, éliminée simplement par l'Égypte qui allait terminer après en finale. Et aujourd'hui, elle est en train de montrer que ses performances vont s'affirme au jour le jour. Donc je pense qu'elle est dans une bonne dynamique pour la préparation de la Coupe du Monde. Terminons par le groupe L. Mozambique, Benin, 1-0. Victoire du Sénégal face au Rwanda, 1-0 également. Au classement du groupe L, le Sénégal est premier avec 6 points, suivi du Mozambique, 4 points. Jean-Jacques Missé, les Lions de la Teranga. Non, ils répondent présent. Ce n'est pas du tout une surprise. Non, ce n'est pas une surprise. Ouais. Ils ont leur statut de champion d'Afrique, ils sont dans la même lancée. Donc je pense que c'est ce qu'on attend d'un champion d'Afrique. Rappelons que les matchs de la 3e journée de ces éliminatoires se joueront à partir du 19 septembre 2022. Tournoi féminin senior de football CECAFA, le tournoi de football féminin senior CECAFA s'est achevé le 11 juin dernier en Ouganda. Et c'est le pays hôte qui remporte cette édition. 3-1 face au Burundi, les 2 pays étant d'ailleurs représentants de l'Afrique de l'Est à la prochaine Coupe d'Afrique féminine qui se jouera du 2 au 23 juillet au Maroc. Par ailleurs, la 3e marche du podium a été prise par l'Éthiopie qui a battu 1-0 la Tanzanie lors du match de la 3e place. Terminons ce 12e numéro d'Afrique Sport par le Tour cycliste international du Cameroun. La 18e édition du Tour cycliste du Cameroun s'est tenue du 4 au 12 juin après 2 années d'interruption due à la pandémie Covid-19. La soixantaine d'athlètes des 10 équipes venues de l'Europe, d'Afrique se sont rivalisés sur les 1090 km prévus en 8 étapes à travers 5 des 10 régions du Cameroun. Au thème de cette édition, c'est le Rwandais Moïse Mugisha qui a remporté la compétition en 26h34 minutes 24 secondes. Il est suivi du Bulgare Jordan Andreev et du Camerounais Atus Tila. Nous vous proposons de suivre l'avis du ministre camerounais des Sports au terme de cette édition. Nous sommes heureux de constater que les efforts financiers, les moyens et les ressources matérielles, techniques, logistiques mises à la disposition de la Fédération camerounaise de cyclisme par l'État ont permis l'organisation de cette compétition avec 9 équipes participantes ayant couvert 8 étapes et ceci sur 5 régions de notre pays, 5 régions sur 10, soit 3 grandes aires culturelles. Il me semble qu'il s'agit d'une prouesse qui fait en sorte que l'on peut véritablement parler d'un tour cycliste, d'un tour du Cameroun. Fidel Castro, la semaine dernière, nous nous sommes intéressés aux Rwandais qui se comportaient déjà très bien. Et cette victoire n'est pas du tout une surprise. Non, ce n'est pas une surprise parce qu'on sait que les coureurs rwandais, qui pour la plupart sont issus de très bons clubs et qui prennent part à beaucoup de compétitions, que ce soit en Afrique ou encore à travers l'Europe, et précisément en France ou encore en Belgique. Je pense que les Rwandais ont fait beaucoup de progrès jusqu'à rivaliser avec les équipes professionnelles qui sont venues pour cette compétition. Mais je pense que dans l'ensemble, il faut saluer surtout la très bonne organisation de ce tour cycliste du Cameroun, parce que sorti du Covid, ça n'a pas été évident. Mais je pense qu'ici, la Fédération camerounaise de cyclisme a fait beaucoup de efforts et surtout que le niveau a été un peu relevé
Parce que contrairement aux éditions précédentes, on nous ramenait un peu des équipes plus qu'amateurs. Je crois que cette année, on a tendu la main à beaucoup plus d'équipes professionnelles et cela s'est ressenti. On a vu des équipes africaines qui étaient très largement en arrière parce qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec d'autres sélections. Donc victoire logique et méritée de la part des Rwandais. Et je vais saluer, c'est la 3e place d'Actu Stella du Cameroun parce que ça faisait quand même longtemps, même si on aurait voulu que sur la pluie battante qui a accueilli les cyclistes au boulevard du 20 mai, que ce soit un Camerounais. Mais malheureusement, on va dire que les Camerounais doivent beaucoup travailler. Qu'est-ce qui a manqué au Cameroun? La préparation. La préparation, oui, encore la préparation. La préparation et surtout, il faut donner plus de compétition aux garçons. La préparation et encore la préparation. La préparation et puis le matériel adéquat. Je pense que c'est un sport très très exigeant, donc il faut vraiment une préparation de pointe, d'où la différence avec les professionnels. Donc c'est, comme Castro l'a dit tout à l'heure, l'arrivée de plusieurs équipes professionnelles font que voir à quel niveau des pays africains se situent au niveau préparation, au niveau même du matériel, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense qu'ils sont là pour apprendre. Il faut toujours copier ce qui est bien. Ouais. Bravo au Rwanda, bravo à la Bulgarie, bravo également au pays de son Excellence Paul Biya qui n'a pas démérité. C'est la fin de ce 2e numéro d'Afrique Sport. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Fidel Castro, Jean-Jacques Missi. Bonne suite des programmes sur Télé Sud.